Bonsoir et bienvenue sur le site du Conseil général du Bas-Rhin pour le chat du Grand Direct comme chaque mois. Ce soir, le thème qui nous occupe, c'est le handicap à l'université. En effet, même si les pouvoirs publics et notamment les collectivités locales ont fait beaucoup ces dernières années pour faciliter l'accession des handicapés à l'université, il semble, d'après le nombre de questions qui soient tombées ce soir sur notre chat, que ce ne soit pas si simple pour un étudiant handicapé d'accéder et de vivre à l'université. Ce soir, nous avons 4 intervenants et bientôt 5 qui vont nous aider à répondre à toutes ces questions qui sont tombées ce soir sur le chat et qui continuent de tomber. Donc tout d'abord, Monsieur Frédéric Bierry, conseiller général du Bas-Rhin, chargé des solidarités. Bonsoir. À côté de lui, Madame Fabienne Rakitic, qui est coordinatrice de la mission handicap à l'Université de Strasbourg. Son voisin, Monsieur Régis Fèvre, directeur adjoint de la Maison départementale des personnes handicapées. Bonsoir. Et puis Monsieur Philippe Cordazo, maître de conférence en démographie à l'Université de Strasbourg. Bonsoir. Avant de commencer ce débat et les réponses aux questions à bâton rompu et avec tout le talent de nos intervenants, il faut que nous visionnions un film qui a été réalisé par les étudiants de l'université et dont Madame Rakitic va nous présenter la teneur. Alors c'est un film en effet qu'on a réalisé suite à un concours de scénarii qu'on a organisé l'année dernière pendant la semaine de l'emploi des personnes handicapées et qui récompense en fait une lauréate qui est une étudiante de l'université sur le thème « Le monde du travail est accessible à tous ». Donc 6 étudiants handicapés de l'université participent à ce film qui a été réalisé par l'université avec un cofinancement, il faut bien le dire, du Crédit agricole Alsace-Vosges. Très bien. Donc ce film fait à peu près 3 minutes et avant toute chose, nous allons le visionner. Handicapé. 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 Ah, valide. Non. Bonjour. Ouais, bonjour. 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 Bonjour.
Voilà. Donc un film tout à fait intéressant puisqu'il inverse complètement les rôles et se passe de mots, c'est tellement éloquent. Alors nous allons maintenant attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire notre chat avec toutes les questions qui sont tombées. Je voulais juste avant dire aux internautes qu'ils trouveront en bas à droite de leur écran un petit bouton qui leur permettra, comme vous l'avez remarqué, nous avons des interprètes pour malentendants, qui leur permettra de basculer la petite vignette où se trouve notre interprète en ce moment en train de signer, en écran principal pour ceux qui veulent et qui préfèrent avoir les signes en plus gros sur leur écran. Voilà, ceci posé, nous pouvons nous attaquer aux questions. Alors, nous avons d'abord 2 questions qui concernent l'emploi et les débouchés des étudiants en situation de handicap. La question de Sophie qui dit « Je suis étudiante en master de management. Pourrais-je disposer d'un accompagnement à la sortie de mon diplôme vers le marché du travail ?» Et puis Kialik qui pose une question un peu similaire et qui dit « Quel constat fait-on aujourd'hui par rapport à l'insertion professionnelle des étudiants handicapés ? Ai-je véritablement une chance de trouver un travail à la sortie de l'université malgré mon handicap ?» Peut-être, Monsieur Cordazo, vous pouvez répondre à ça. Vous avez beaucoup de chiffres là-dessus, je crois. Oui, par rapport à la deuxième question, oui, bien sûr, on peut trouver un emploi et je dirais dans les mêmes conditions que les étudiants non handicapés. Si on se base sur une étude récente réalisée coordonnée au niveau européen, coordonnée par Serge Ebersold et au niveau français par Olivier Rick de l'Institut national supérieur du handicap, c'est une étude longitudinale sur le devenir de lycéens et étudiants handicapés. Mais il ressort que dans des conditions comparables, les étudiants handicapés trouvent des emplois. Ils en sont d'ailleurs majoritairement satisfaits. Ils disent dans plus de 80% que c'est l'emploi qu'ils souhaitaient avoir, qui correspond à leur projet. Alors bien sûr, il faut le relativiser, mais je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Ils disent qu'ils ont des difficultés quand même à trouver cet emploi. Mais bon, qui actuellement n'a pas de difficulté à trouver un emploi? Donc ils en sont plutôt contents. Dans la moitié des cas, ils disent que c'est une recherche personnelle, qu'ils ont fait un travail personnel de recherche, et qu'ils estiment majoritairement que l'handicap n'a pas d'impact sur leur travail. Bon, bien sûr, c'est une enquête qui est une enquête déclarative, donc voilà. Mais majoritairement, ils sont plutôt contents, et des emplois dans le privé autant que dans le public. Cependant, vous signaliez que plus le niveau de diplôme est haut, plus l'étudiant tend à trouver un poste dans le public et inversement. Oui, je dirais c'est le type d'emploi qui est plus fréquemment dans le public. À la sortie du lycée, pour ceux qui rentrent sur le marché de l'emploi, les 2/3 vont plutôt travailler dans le public et le reste dans le privé. Et plus on monte en niveau d'études, plus ça s'équilibre. Mais c'est le marché de l'emploi qui correspond à... Donc pas de différence finalement entre les étudiants handicapés et non handicapés pour dans les difficultés ou facilités à trouver de l'emploi. Oui, et puis dans les types d'emplois. Je crois surtout que la question à se poser, c'est l'adéquation entre peut-être le type de handicap et le contenu, ce que recherche et le projet de l'étudiant handicapé. Donc on peut trouver... Message plutôt optimiste à la base. Oui, à très court terme, il y a demain un job dating pour ceux qui chercheraient des stages, qui chercheraient éventuellement des emplois pour cet été, organisé avec l'université à l'université, donc demain par le Conseil général dans le cadre de cette semaine sur le handicap. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui chercheraient du travail à court terme, d'aller au job dating. Donc le job dating, sur le principe du speed dating bien connu, un étudiant, un recruteur, pendant combien de minutes? 10 minutes, environ 10 minutes, un quart d'heure par entretien. Et ça se passe au Collège doctoral européen, juste à la station de métro Observatoire. D'accord. Pour ceux qui veulent s'y rendre. Voilà, c'est noté, c'est noté. Donc pour la première question, cette étudiante en master de management qui demande si elle peut disposer d'un accompagnement, que peut-on lui répondre? Je peux répondre si vous voulez. Donc, oui. C'est vrai qu'on travaille à l'Université de Strasbourg avec différents partenaires. Le premier, c'est un partenaire interne qui s'appelle Espace Avenir
Et Espace Avenir, c'est en fait le service de l'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle. Donc pour travailler le projet, comme on disait tout à l'heure, un projet c'est important avec l'étudiant. Et puis après, on travaille avec des partenaires extérieurs qui peuvent être des associations comme la Fiche, comme Tremplin, comme Cap Emploi, qui vont nous aider aussi dans ce passage de l'université vers l'emploi. À ce sujet-là, très rapidement, on est sur un projet innovant qui s'appelle Univers Emploi, qui est une méthode, en fait, c'est un projet européen qu'on mène d'ailleurs avec l'INS-HEA qui a été cité tout à l'heure, et qui est un projet européen qui vise à proposer une méthodologie d'accompagnement de l'université vers l'emploi pour faciliter justement l'accès à l'insertion professionnelle. D'accord. Et je pourrais compléter également avec le rôle de la maison départementale des personnes handicapées, qui est maintenant bien ancrée depuis 2006, notamment donc, sur le champ de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, notre maison attribue une prestation qui s'appelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, cette reconnaissance, c'est une forme de sésame qui permet à la personne en situation de handicap de bénéficier d'une offre de stage, d'offres de formation et d'un relais avec les opérateurs qui sont en charge du lien avec l'entreprise. Ce relais, comme le disait Mme Rakitic, c'est notamment Cap Emploi, qui est cité, qui est spécialisé dans le placement des travailleurs handicapés. Et notre MDPH, nous reconnaissons la qualité de travailleurs handicapés, et ce qui permet de faire le lien ensuite avec l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question de Mathieu qui demande quels sont les parcours de formation des étudiants handicapés, les niveaux de formation à la sortie de l'université. Là, je peux donner quelques éléments de réponse. Alors, il n'y a pas de parcours type. Les étudiants handicapés, on les retrouve dans toutes les formations. Par exemple, pour l'université de Strasbourg, 40-44% sont en lettres, arts, langues et sciences humaines et sociales, 30% en droit, économie et gestion, et le reste en sciences et techniques et santé. Ces chiffres sont comparables à ce qu'on a observé dans l'enquête nationale sur les études des étudiants handicapés. Donc on est vraiment sur des choses... Donc tous les types d'études sont possibles. Ensuite, c'est un travail notamment avec la mission handicap pour adapter, avoir les parcours qui correspondent. Les niveaux de sortie, eh bien, c'est la particularité. On est typiquement dans la partie. Il n'y a pas de particularité par rapport aux étudiants handicapés. On est sur comparable au système français, à savoir que tout le monde a bien intégré, que le niveau de diplôme est la première sécurité contre le chômage. Donc, les étudiants handicapés essaient de poursuivre. Et la poursuite des études est une première forme de réussite et d'intégration sociale, je dirais. D'accord. Donc là aussi, bilan très optimiste, pas vraiment de différence entre les étudiants handicapés et les autres au niveau de l'accession et des sorties d'études. Non, il n'y a pas vraiment. Par contre, ce qui pourrait peut-être intéresser nos internautes, c'est effectivement ces systèmes d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce niveau-là ? Là, je pense que Alors, à l'université, comment on fonctionne comment on accompagne les étudiants? En fait, on a un dispositif, on accueille l'étudiant en situation de handicap, quel que soit son handicap. On étudie de façon individualisée et singulière ses besoins en matière de compensation pédagogique liée au handicap. Et on va mettre en œuvre un dispositif donc, pour qu'il puisse lui-même exprimer ses besoins, voir avec lui ce dont il a déjà bénéficié auparavant, voir si c'est adapté à l'exigence et aux attendus de l'université et essayer de coller au plus près de sa réalité et de ses besoins de compensation pédagogique. Donc on est vraiment, nous, sur le lien pédagogique, le lien social et la compensation sociale étant assurée en partenariat avec la MDPH. Tout à fait. Sur la partie vie sociale, c'est bien la MDPH et le Conseil général qui sont les acteurs des prestations à destination des étudiants handicapés et du public handicapé en général, avec une prestation qui s'appelle la prestation de compensation du handicap, qui permet de financer notamment des aides humaines, des aides techniques ou encore l'aménagement du logement. Très bien. Voilà. Donc la partie un peu logistique, si je puis dire, qui est couplée à la partie pédagogique. Voilà. Volet social, volet pédagogique. Voilà. Alors, donc cette question, elle revient, puisque Alexandre pose la question suivante. Fraîchement arrivé à Strasbourg, j'envisage de poursuivre mon master en septembre 2012. Quelle démarche, là il s'agit d'administratif, à suivre pour intégrer le master sciences mention chimie,
sachant qu'après un accident récent, je suis bloquée dans un fauteuil roulant. Merci de votre réponse. Tout ce qui concerne sa vie quotidienne, c'est bien sûr d'abord la MDPH qu'il doit contacter. Donc là, c'est simple, c'est à Strasbourg, il téléphone et puis on pourra lui donner toutes les informations nécessaires pour tout ce qui concerne sa vie quotidienne. Et dès que ça concerne plus l'université, c'est à vous de prendre le relais. Alors, concrètement, peut-être sur la situation d'Alexandre, on va se réunir à plusieurs. On va rencontrer par exemple l'enseignant référent handicap dans la composante qui est la faculté de chimie à laquelle qu'il va intégrer. On va discuter un petit peu du master, on va discuter de ses possibilités et en fonction de sa situation de handicap, on va voir si les locaux sont accessibles, s'il faut aménager un certain nombre de choses, s'il faut changer de salle si besoin est, s'il a besoin d'un temps majoré pour les examens, s'il a besoin de l'aide d'un assistant d'études. Enfin, tout ça, ça va être étudié avec lui. On va vraiment partir de lui et on va articuler le tout avec les différents interlocuteurs puisqu'on travaille à plusieurs pour que la réponse soit la plus adaptée à sa situation et pas à celle d'un autre. Et donc, il lui suffit de se rendre à la maison du handicap. Alors, la mission handicap, juste pour savoir, pour que les internautes sachent où on est sur le campus de l'Esplanade, on est au bâtiment Le Patio, au rez-de-chaussée. Et si les personnes veulent prendre rendez-vous avec nous directement, elles peuvent nous contacter via notre mail qui est facile à retenir, c'est SVU comme service de la vie universitaire, -handicap@unistra.fr. Toutes ces coordonnées seront bien évidemment remises sur l'écran principal du Grand Direct, l'onglet Grand Direct qui vous permet d'accéder à ce chat et d'y revenir pendant un mois durant. Et donc vous aurez absolument toutes les coordonnées et les noms qui ont été cités ici, de même que toutes les réponses qui auront été apportées en direct seront notées par le service communication du Conseil général du Bas-Rhin et reportées sur cet écran. Donc tout sera en accès libre, bien sûr. Une autre question aussi très logistique. Martin demande « Quelles sont les possibilités de trouver un logement étudiant adapté à mon handicap ?» Alors là, vous voulez répondre, oui. Il y a des logements qui sont adaptés par le biais du Crous, donc ça c'est une possibilité. En parallèle, là, on travaille au niveau dans le cadre du plan campus, on investit aussi, le Conseil général, beaucoup pour créer des logements supplémentaires qui seront pour partie adaptés aussi au handicap. Et en parallèle, mais là de manière plus générale, on a un programme d'intérêt général Adapt Logis, qui permet donc à des personnes d'avoir des aides à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Et on travaille aussi beaucoup dans tout ce qui est nouvelles technologies, domotique, pour adapter les logements aux difficultés du handicap. D'accord, merci. Une autre question de Valérie, qui est assez longue et qui explique une situation un petit peu délicate pour sa fille. Elle dit « Bonjour, je suis mère d'une malentendante de 24 ans qui vient d'avoir son diplôme d'ingénieur en chimie. Elle a eu la mauvaise surprise d'être mal accueillie par le médecin scolaire de l'université de la ville où elle faisait ses études. Cette ville n'est pas précisée. Ma fille a demandé un tiers de temps pour les examens. Le médecin a refusé sous prétexte que ma fille se débrouillait bien. Ce qui était surprenant, c'était un médecin en fauteuil roulant, malentendante, qui a vraiment été odieuse avec ma fille. Je ne voudrais pas que cela arrive à d'autres étudiants. Que peut-on faire pour appliquer la loi sur les examens ? Alors donc il y a une loi spécifique, quelle est-elle ? Moi je voudrais répondre à cette question parce que la question de ce qu'on appelle le tiers-temps ou le temps majoré pour être dans la ligne de ce que nous demande le ministère, c'est une question importante parce qu'elle renvoie à l'évaluation globale des besoins de l'étudiant. C'est-à-dire que le volet examen n'est qu'un des aspects de l'aménagement, mais en amont il y a tout le cursus qu'il faut aménager. Donc quand on parle d'évaluation des besoins, on parle d'abord du cursus de l'étudiant et si le temps majoré pour les examens n'est pas la situation la plus adaptée pour l'étudiant, on va voir avec lui ce qui sera le plus adapté pour cet étudiant-là. Peut-être que simplement l'étudiant, je ne connais pas cette situation particulière, mais peut-être que l'étudiant a besoin d'un secrétaire d'examen pour prendre sous la dictée, peut-être qu'il a besoin d'un appareillage particulier pour pouvoir entendre les énoncés. Tout ça demande réflexion et demande une évaluation particulière et spécifique. Le temps majoré n'est pas forcément, c'est pas un dû, si je puis dire. C'est pas parce qu'on en a bénéficié dans le secondaire qu'on va forcément l'avoir à l'université. On va répondre à la demande de façon générale. D'accord. Mais visiblement, cette jeune femme a déjà un diplôme d'ingénieur en chimie, donc j'imagine que c'est pour aller au-delà. Je sais pas, on ne sait pas. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Une autre question serait bienvenue. Geoffrey pose la question suivante.
Dans ma classe, plusieurs personnes bénéficient d'un temps majoré lors des examens. Même type de question. Hein. Moi-même en situation de handicap, quelles sont les démarches administratives à faire pour obtenir un aménagement d'examen? Là encore, démarche. Voilà, donc là, pareil, très simplement, comment on fonctionne à l'université. On reçoit l'étudiant, on évalue donc ses besoins, on transmet une fiche de liaison au médecin du service universitaire de médecine préventive. L'étudiant va donc rencontrer un des médecins qui est agréé par la MDPH, pour faire simple, et qui va émettre un avis médical, puisque nous travaillons sur les conséquences du handicap sur le plan pédagogique, mais le médecin a une visée un petit peu plus médicale que nous. Et on est en lien, et le médecin va émettre un avis en précisant les aménagements qui sont préconisés. L'avis va nous revenir signé, c'est un peu administratif ce que je raconte, mais c'est important parce que c'est un vrai dispositif. Et à travers un arrêté de décision d'aménagement qui est signé par le directeur de la faculté concernée, où est l'étudiant, l'université va s'engager à mettre en place les aménagements préconisés. Évidemment, toujours en lien avec la mission handicap pour qu'il n'y ait pas de loupé et que les choses s'articulent correctement dans les composantes. Donc on voit bien que ce dispositif n'est pas automatique, hein, ce qui répond déjà à la question suivante d'Amélie, qui dit « J'ai bénéficié d'un temps majoré pour le bac, pourrais-je également bénéficier d'un temps majoré pour les examens et concours de l'enseignement supérieur? Et quels sont les différents types d'aménagements auxquels je peux prétendre ?» Là encore, on ne peut pas lui répondre oui à coup sûr, visiblement. Il faut la rencontrer, il faut discuter de sa situation. Très bien. Élise, maintenant, pose la question suivante. « Je suis actuellement étudiante et je bénéficie d'une PCH, prestation compensatoire pour le handicap, si j'ai bien compris, Monsieur Fèvre, pour une aide humaine. J'aimerais partir 1 an à l'étranger dans le cadre de mes études. Est-ce que je pourrais continuer à toucher la PCH durant mon séjour ?» Alors, c'est une question intéressante. Donc, la prestation de compensation du handicap, elle est conditionnée par la loi à la notion d'une résidence stable et régulière sur le territoire national. Pour autant, pour des personnes, des étudiants qui ont effectivement le projet légitime d'aller étudier à l'étranger, c'est fréquent et je pense que c'est remarquable et il faut encourager ce type de projet universitaire. La prestation de compensation du handicap peut venir financer pendant le temps du séjour à l'étranger, dès lors qu'il s'inscrit dans un projet universitaire. Effectivement, si le départ à l'étranger était lié à une autre cause, eh bien, la Commission des droits et de l'autonomie, qui est l'instance de décision en la matière, ne pourrait pas prendre une décision favorable. Donc voilà, dès lors qu'on s'inscrit dans un projet universitaire, la PCH et le Conseil général peuvent abonder le projet de l'étudiant. Pas pour les vacances. Pas pour les vacances. Donc un projet Erasmus rentre tout à fait dans ce cadre, tout à fait. par exemple. Ouais. Monsieur Biry, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, pas du tout. Bon. Alors Anne-Marie maintenant, qui dit... oui, pardon. Pour revenir mais sur le précédent, pour l'aide au niveau des examens, il y a, il me semble, un dispositif qui est en train d'être mis en place et développé avec la DUN, le service numérique de l'université, dont les enseignants ont été sensibilisés. C'est-à-dire, nous, on nous a sensibilisés à développer des supports numériques pour mettre en ligne. Et sur ça, la mission va pouvoir développer des aides pour les étudiants handicapés. Et les enseignants sont nombreux à avoir répondu à cet appel? Ils sont de manière générale, on nous a demandé déjà, c'est de manière générale, à développer des supports numériques, au moins minimum pour nos cours. Mais après, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus complet. En fait, on est aussi en train de travailler avec la direction des usages du numérique sur un projet qui concerne justement une meilleure adaptation des supports et des données sur l'espace numérique de travail pour les étudiants, notamment pour les étudiants mâles et non-voyants ou qui ont des déficiences visuelles, parce que ce sont eux en général qui connaissent le plus de difficultés d'accès aux données. Surtout quand on doit naviguer parfois dans des configurations qui sont complexes. Donc on essaie, avec des personnes ressources d'ailleurs, avec des étudiants et des enseignants, il y en a un à l'université qui est non-voyant, qui est une personne ressource et qui nous aide justement à trouver ce qui ne va pas. Et nous, on fait des corrections avec la direction des usages du numérique. D'accord. Une personne... qui se déclare comme invalide depuis plus de 10 ans, qui dit qu'elle a fait une demande de carte d'invalidité, que celle-ci a été refusée, alors qu'il avait bien mentionné son handicap. Que peut-il faire? Alors, donc la carte d'invalidité est une prestation qui permet d'avoir une priorité dans les files d'attente, dans les transports, et qui en outre permet d'avoir une demi-part d'exonération fiscale
au titre des impôts. Pour en bénéficier, il faut disposer d'un taux d'incapacité d'au moins 80%. Ce qui veut dire, en l'occurrence, que la personne qui a pu être évaluée par une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, donc à la fois un médecin, mais aussi d'autres professionnels qui assurent la prise de décision. Cette équipe a jugé que cette personne devait avoir un taux inférieur à 80%. Alors, ça veut dire qu'elle n'a pas droit à la carte d'invalidité. Par contre, il lui est possible éventuellement d'avoir droit à la carte de priorité, qui ouvre les mêmes droits par rapport aux accès prioritaires, aux files d'attente, aux files de transport, etc., mais qui ne permet pas d'avoir la demi-part d'exonération fiscale. Donc ce qu'on peut conseiller à cette personne, c'est effectivement éventuellement de redéposer une demande au titre de la carte de priorité, ou alors éventuellement de solliciter un réexamen de l'analyse qui a été faite au titre de la carte d'invalidité. La MDPH réexaminera sans souci cette situation. Très bien. Alors, de nouvelles questions tombent toujours sur ce chat. On m'a apporté la tablette qui va bien. Alors, Elisa demande, tous les types de handicap sont-ils représentés à l'université ? Ça, c'est une question pour les universitaires. Alors, oui, en effet, tous les types de handicaps sont représentés, à savoir les handicaps sensoriels, les handicaps moteurs en grande majorité, handicaps psychiques qui sont de plus en plus importants, il faut bien le dire aussi. Les maladies invalidantes, beaucoup d'étudiants souffrent de maladies invalidantes qui les empêchent au long de leur cursus. Et puis après, il y a tous les dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, cette famille-là qui est aussi importante, puisque maintenant il y a une reconnaissance aussi du handicap dans ces pathologies-là. Voilà, en gros, c'est ça. Puis après, il peut y avoir ce qu'on appelle plusieurs troubles, où il peut y avoir des troubles combinés. Donc voilà. Vous l'évaluez à combien en pourcentage? Vous n'avez pas idée? Oui. Ça, j'ai peut-être. Donc, pour les troubles moteurs, c'est environ 20% des étudiants. 20% pour les troubles d'apprentissage, c'est 20%. Et après, on est sur des pourcentages plus petits. On observe à peu près les mêmes choses sur l'enquête nationale que sur l'Université de Strasbourg. Alors, il faut peut-être préciser aussi que, je parle pour l'université, mais peut-être qu'une partie des étudiants ne font pas forcément toujours la démarche de se voir reconnaître leurs droits. Ça, c'est aussi une vraie problématique qui est globale d'ailleurs, pas seulement à la population étudiante, mais pour l'ensemble de la population. La question de la volonté de se voir reconnaître son handicap et du coup de la démarche administrative à réaliser pour être Parce qu'il va sans dire qu'on ne peut rien aider des personnes s'il n'a pas été reconnu préalablement. Tout à fait. Ou s'il n'a pas fait la demande. Pour donner un exemple, pour les faire des sciences sociales, on sait qu'il y a à peu près 3-4 étudiants potentiellement qui pourraient demander pour le handicap, il n'y en a qu'un qui s'est déclaré. Les autres ne souhaitent pas avoir d'aide. Pour l'idée, c'est je vais avoir mon diplôme, mais je ne veux pas d'aide. Je l'aurais eu comme tout étudiant. Il y a vraiment une volonté et on le retrouve sur les données aussi sur le marché de l'emploi. Voilà. C'est un choix. C'est un choix. De vie personnelle. C'est vrai aussi pour les minima sociaux, pour le RSA, etc. On retrouve ce même phénomène. Clara pose la question suivante. En quoi consiste la loi sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés? Question juridique. Ah, il pose une petite colle. Alors, cette question, effectivement, s'inscrit globalement dans une démarche qui a débuté, je dirais, depuis plusieurs dizaines d'années, notamment par la loi de 1986, qui fait obligation aux employeurs qui ont au moins 20 salariés de recruter dans leurs effectifs au moins 6% de travailleurs handicapés. Donc ça, c'est un acte fondateur qui est posé par le législateur. Et la loi de 2005 est venue réaffirmer ce cadre législatif en essayant de favoriser au maximum l'emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, donc dans une entreprise ordinaire. Donc voilà l'objectif de la loi. Alors ensuite, le service public de l'emploi, il est multiple. Il y a de multiples acteurs qui participent à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La maison départementale des personnes handicapées est un acteur, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous reconnaissons la qualité de travailleurs handicapés, mais ensuite, derrière, vous avez les missions locales pour les jeunes. Vous avez Cap Emploi, effectivement, qui est l'opérateur de placement.
vous avez la région, au titre notamment de l'apprentissage. Enfin voilà, je pense qu'on pourrait citer de nombreux acteurs qui sont aujourd'hui incontournables dans le champ de l'insertion professionnelle. Et on a une vraie dynamique aujourd'hui avec par exemple l'AGFIP qui va sensibiliser le monde de l'entreprise de sorte que, on mette en place les adaptations du poste de travail, qu'on mette en place tous les aménagements nécessaires pour que le travailleur handicapé, étudiant ou pas d'ailleurs, puisse trouver sa place dans l'entreprise. Bien. Alors, Philippe Cordazo nous a quittés au bout d'une demi-heure parce qu'il avait beaucoup de choses à faire et il a été remplacé par un étudiant en situation de handicap qui était tout à fait nécessaire qu'il vienne sur ce plateau pour témoigner de sa propre expérience. C'est M. Sahan Aleboyer qui est doctorant en sociologie au sein de la filière STAPS, la filière éducation physique et sportive, donc il faut le préciser. Donc bienvenue M. Aleboyer. Merci. Donc, on continue nos questions. Michel demande, plutôt dit, difficile en amphi pour une personne en situation de handicap à mobilité réduite de trouver sa place, soit devant, soit derrière. Y a-t-il une réflexion concernant l'architecture de manière à vivre de manière inclusive? Vous partagez cela, Monsieur Aleboyer? En fait, au niveau des amphis, c'est vrai, il faut être honnête, c'est soit devant, soit derrière. Mais en fait, la problématique de l'architecture, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que ça reviendrait à repenser ce qui est utile dans la société. Et ça commence, mais pour le moment, c'est un début. Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Pour les nouveaux amphis, par exemple, à la fac, sur les nouveaux amphis, ça va beaucoup mieux. Mais sur les amphis des années 60, parce que c'est des amphis des années 60, c'est plus problématique. Tout ce qui est accessibilité, la loi du 11 février 2005 a apporté des éléments importants pour améliorer l'accessibilité des transports, des bâtiments, etc. pour le monde du handicap. Les collectivités font de gros efforts pour adapter progressivement avec l'objectif d'adapter tous les locaux, mais aussi les infrastructures routières pour 2015. Je pense raisonnablement qu'on n'y arrivera pas parce que les budgets sont colossaux. Pour autant, on constate quand même une prise de conscience assez forte en la matière et petit à petit, il y a des progrès importants qui sont faits. Alors, c'est vrai au niveau des architectes qui doivent petit à petit aussi prendre la mesure du handicap. Moi, je sais que souvent, quand j'ai des jeunes qui viennent dans mes permanences à la mairie et qui voudraient construire, je leur dis allez au CEP SICAT, au centre d'exposition permanent SICAT à Egbolsheim. Ils vous donneront des conseils parce que le handicap, ça peut toucher tout le monde à n'importe quel moment. Et quand on voit parfois des architectes qui font des maisons avec différents niveaux, etc., et quand on arrive à un certain âge ou un accident de la vie, on se rend compte que la maison n'est plus du tout adaptée. Et il faut souvent faire de gros travaux. Et même si nous aidons les travaux dans ce cadre-là, mais si on pouvait éviter ces gros travaux en amont, en faisant des équipements mieux adaptés et mieux pensés, on éviterait beaucoup d'investissements. Donc là, cette prise de conscience, elle est en train de se mettre en œuvre petit à petit et je pense qu'il faut continuer. Là, au niveau du Conseil général, on va aussi investir dans les 3 ans qui viennent. On va investir dans des points d'arrêt de bus. C'est près de 200 points d'arrêt qui vont être revus pour aussi les rendre accessibles dans les 3 ans qui viennent au handicap. Donc, vous voyez, il y a cette volonté, il y a une démarche, il y a une prise de conscience, mais ça demande un certain temps et puis ça demande aussi beaucoup de moyens financiers. Je rappelle que, comme vous parliez de permanence en mairie, Monsieur Biry, que vous êtes aussi maire de Schirmeck. Oui, pardon. Voilà. Alors, je peux ajouter une chose sur l'accessibilité. Juste une chose sur l'accessibilité à l'université, c'est aussi un vaste sujet et comme le disait M. Biry, il y a une prise de conscience et chez nous aussi une dynamique qui a été engagée puisqu'il y a un diagnostic de tous les bâtiments de l'université qui a été fait par un cabinet extérieur, obligatoirement. Et on est en train de réaliser avec la direction du patrimoine et de l'immobilier et d'autres acteurs et dont la mission handicap, un plan avec les priorités vraiment, puisque nous on sait où sont, je dirais, les viviers les plus importants d'étudiants handicapés, on sait où il faut vraiment travailler. Ça, on l'a précisé par exemple sur le bâtiment du campus
de l'Esplanade, on est sur des bâtiments des années 60-70, mais on a aussi à gérer de l'autre côté du tram le campus historique qui n'est pas facile non plus, puisqu'on sujet au bâtiment de France, et c'est toujours des négociations pour essayer de faire en sorte que ce soit accessible. Donc voilà, c'est toute une dynamique engagée, et là je pense qu'on est aussi sur le bon chemin. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais voilà. Il y a même une réflexion, vous savez qu'il y a le DPE, diagnostic de performance énergétique, Oui, il y a qui ça a été aussi. mis en place. Eh bien, il y a une réflexion pour mettre en place un diagnostic de performance autonomie, Oui. avec un niveau aussi, C'est et plus- ça pourra peut-être être pris en compte petit à petit dans les ventes de maisons aussi, comme une plus-value, C'est une vrai. valeur ajoutée. D'autant que ça va équipements, au-delà quoi. du handicap, hein, puisque Oui. ça tourne les personnes âgées, Ah, tout à le fait, troisième ouais, âge, tout à fait. ça va très Tous au-delà les du problèmes handicap. d'autonomie. Ouais, tout à fait. À terme, la thématique de l'accessibilité, si elle est transparente, ça veut dire que c'est bon. Le fait qu'on n'ait plus à faire référence à l'accessibilité, ça veut dire que c'est accessible à tous. Ça, c'est l'objectif à C'est terme. l'objectif. Alors, Duguesclin, un nom très chevaleresque, qui nous demande « Tous les bâtiments de l'Université de Strasbourg sont-ils accessibles facilement aux handicapés? La signalétique est-elle assez visible ?» Alors, ce serait mentir que de dire que tout est accessible. C'est ce que je disais, on est en train d'y travailler sérieusement par ce diagnostic, en mettant en œuvre des priorités où il faut absolument que ce soit accessible. Mais quand ça ne l'est pas, pour l'instant, on essaie soit de trouver des astuces. Alors, parfois, c'est assez alambiqué, mais on y arrive. Et puis, les étudiants ne manquent pas d'imagination pour passer dans les sous-sols de l'université. Ils ont des clés, ils y accèdent. Et puis, sinon, on fait des changements de salle, on fait des changements d'amphi. Puisqu'avec la réunion des 3 universités en 2009, justement, on a mutualisé l'utilisation des salles, ce qui nous permet d'avoir une visibilité d'ensemble et de pouvoir justement jongler, à condition de savoir très en amont les étudiants qui sont inscrits et qui ont des problèmes d'accessibilité. Mais on y arrive toujours. Merci. Toto demande « Quelles mesures préconisez-vous pour garantir un parcours de scolarisation de qualité pour tous les enfants en situation de handicap, quel que soit leur âge et leur handicap ?» Alors, ce qu'on peut dire, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ce qu'on peut dire, c'est que la loi de 2005 a vraiment apporté un plus en la matière, parce que depuis maintenant 7 ans, de plus en plus d'enfants sont scolarisés en milieu ordinaire, enfants handicapés. Donc ça, c'est un plus grâce à l'intervention aussi d'auxiliaires de vie. Donc ça, c'est quand même un phénomène relativement récent qu'il faudrait réussir encore à amplifier. Élargir, oui. Il pose aussi une autre question, même personne. Envisagez-vous d'instaurer un véritable statut pour les aidants familiaux? Formation, rémunération, droit au répit, retraite, etc. Ça, c'est une question... Ouais, c'est un vrai enjeu de société, ça aussi, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, beaucoup d'aidants familiaux décédaient avant la personne qui les accompagnait. Alors c'est notamment le cas pour les personnes âgées. Donc, ce qui montrait souvent des signes de fatigue, d'épuisement face à cette situation-là. Donc on a une véritable volonté au niveau du Conseil général de prendre en compte les difficultés des aidants familiaux, sachant que parfois ils ne veulent pas être aidés. Donc c'est aussi une prise de conscience. Et certains, quand on dit vous êtes un aidant naturel, ça ne parle pas forcément au grand public non plus. Donc il faut petit à petit les associer. D'ailleurs, je vais faire de la publicité, mais vendredi toute la journée, il y a une conférence et une manifestation à la salle des fêtes de Schirmeck sur le thème des aidants familiaux, où on aura un certain nombre d'échanges, parce que la volonté, c'est d'aider les aidants familiaux dans la tâche qu'ils accomplissent, dans la mission qu'ils accomplissent, en les soutenant plus fortement, en leur donnant des conseils. On a aussi mis en place de plus en plus d'accueil de jour au niveau du département, et on souhaite développer, alors là c'est aussi bien pour le monde du handicap que pour les personnes âgées, dans la perspective de soulager, de soutenir les familles dans leur mission. Ces accueils de jour se trouvent où? Les personnes peuvent y accéder comment? Alors là, il y a différents établissements qui sont D'accord. répartis. Alors ça peut être pour les personnes âgées dans des maisons de retraite, de l'accueil de jour, mais ça peut être dans d'autres établissements. Mais c'est vrai que sur l'accueil de jour, les personnes peuvent appeler directement l'accueil de la MDPH au 0800 947 700 et 0800 947 700. voilà, nous pourrons leur donner toutes les informations sur les lieux où se trouvent les accueils de jour. Et effectivement leur donner des solutions qui leur permettent aujourd'hui d'avoir un peu de répit. Je rebondis sur ce que disait M. Bierry. Effectivement, l'aide aux aidants, c'est un enjeu fort et
il y a un certain nombre de choses qui existent déjà, sur lesquelles on peut communiquer. Donc on a cité effectivement les solutions comme l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, mais dire aussi que la prestation de compensation du handicap, dont on a parlé tout à l'heure, est aussi une solution qui permet de donner du répit aux personnes, avec l'intervention d'un service prestataire qui peut venir à domicile, ou également le fait de salarier quelqu'un à son domicile. Et puis la PCH, c'est aussi la possibilité pour les aidants familiaux de se voir dédommager de leur intervention. Alors le dédommagement, effectivement, en termes de rémunération, peut apparaître limité, mais c'est quand même une forme de rémunération qui n'est pas négligeable, puisqu'elle peut aller jusqu'à 800 € par mois. Et puis, pour les droits à la retraite également, il est possible, en tant qu'aidant familial, à un moment donné, de faire jouer l'affiliation à l'assurance vieillesse. Et à ce titre-là, la MDPH reconnaît effectivement les années de travail aussi, en quelque sorte, réalisées, et ensuite qui peuvent être utilisées pour faire valoir ses droits à la retraite auprès de la CRAV. Voilà, donc c'est des éléments d'information qui pourront être donnés à toutes les personnes si elles appellent le 0800 947 700. Voilà. D'accord, merci. De toute façon, comme je le disais, tous ces numéros seront proprement, dûment consignés sur la page, sur l'onglet Grand Direct, là où vous trouverez le chat en rediffusion pendant près d'un mois. Anne-Marie nous pose cette question. Comment une personne sourde peut-elle concrètement suivre des cours à l'université ? Alors, à l'université, on a des personnes malentendantes, on a des personnes sourdes aussi, mais qui sont appareillées. Donc, soit elles utilisent leur propre appareil et elles ont un émetteur-récepteur qu'elles utilisent avec les enseignants en amphi ou en cours. Ça fonctionne aussi. Elles peuvent aussi bénéficier, on ne l'a jamais rencontré jusqu'à ce jour, mais ça peut arriver, de l'interprétariat en langue des signes, auquel cas on fait appel à des interprètes, pourquoi pas, ils le font dans d'autres universités. Et puis, on a des outils qui se développent. Il y a une entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais il y en a quelques-unes sur le marché qui proposent des outils de transcription, par exemple, pour les personnes qui seraient malentendantes, pour suivre en direct sur leur ordinateur depuis une salle de cours ou depuis un amphi, ce que dit l'enseignant, et elles ont la retranscription en direct sur leur ordinateur. Donc, des solutions existent, mais c'est à partir de situations concrètes qu'on rencontre qu'on peut étudier en amont les systèmes adaptés et qu'on met en place ces compensations-là. En tout cas, les malentendants peuvent tout à fait faire des études même brillantes à l'université. Toujours une question émanant d'une malentendante. Bonsoir, merci pour cette initiative, donc on en est très contents. Sourde profonde, je suis étudiante à l'université de Strasbourg. Je tiens à vous signaler que seule une minorité de sourds utilise la langue des signes française. Le sous-titrage via la vélotypie, vous allez nous expliquer ce que c'est, m'aurait au conditionnel permis de suivre les échanges de ce soir. Et oui. Donc là... Oui, il aurait fallu avoir le système. Qu'est-ce que la vélotypie ? Moi, je ne connais même pas le terme. Moi, je connais la retranscription. Est-ce que c'est la même chose ? Peut-être, ça doit être la même chose, une retranscription. C'est-à-dire que c'est une personne qui est de l'autre côté de l'écran, si on est simple, et qui retranscrit en direct tout ce que la personne dit. À la manière d'une sténotypiste de conférence, mais qui transformerait exactement. Ça doit être ça, à mon avis. Ça doit être le même terme. Alors, il y a quand même une personne qui va aller en contrepointe de cette remarque, ce qui s'appelle LN. Je suis vraiment admirative du travail des interprètes. Voilà, ça c'est pour nos interprètes. J'espère que les sourds ont pu profiter de cette interprétation. Bravo. Donc on salue au passage Séverine Michel et Claire Matz qui, en alternance, nous traduisent dans le coin inférieur gauche de votre écran. Je rappelle que les internautes qui veulent avoir Claire ou Séverine en grand écran n'ont qu'à appuyer sur le petit bouton qui se trouve à gauche de l'écran, en bas, où vous avez un petit sigle, un petit logo qui signifie l'interprétariat par la langue des signes. Donc nous reprenons le fil de nos questions. Jean-Philippe dit « Je suis espagnol et je suis arrivé en France depuis la rentrée. Je suis handicapé en fauteuil roulant. Il existe des personnes qui Existe-t-il, j'ai voulu écrire, des personnes qui peuvent écrire certains cours à ma place? Merci. Ah, il demande un binôme, visiblement. Oui. Saon, est-ce que vous avez ces systèmes d'entraide entre étudiants?
En fait, moi, étant donné, je vais vous parler un peu de mon parcours universitaire. Oui. Étant donné que je suis un peu plus âgé que les étudiants, j'ai connu, on va dire, les études supérieures avant la loi de 2005. Donc, ce qui fait que l'entraide se faisait, on va dire, un peu de façon informelle. Mais elle était là. Quand on est actif, généralement, quand on est actif dans l'amphi ou quand on est actif dans un promo, l'entraide se fait. Maintenant, avec la loi de 2005, c'est beaucoup plus formalisé. Donc, c'est quelque part plus facile d'avoir ce type d'entraide. Mais à mon goût, ça déshumanise un petit peu la chose aussi. Parce que ça force les gens se mettent derrière les obligations et ne vont plus vers les autres, à mon goût. Mais ce sont les enseignants qui Non. donnent à ce moment-là ou ce sont les autres Alors, élèves les étudiants qui sont, ce que je disais, ce sont des assistants d'études, en tout cas nous on les appelle comme ça, qui sont des étudiants de la même promotion que l'étudiant handicapé et qui vont prendre les notes à sa place puisqu'il ne peut pas écrire et qui vont soit lui transmettre, alors si c'est par ordinateur, ils lui transmettent par clé USB ou via un mail, ou alors ils vont faire des photocopies des cours. Donc ils ont un contrat avec la mission handicap, ils sont embauchés par la mission handicap, ils reçoivent une rémunération, il y a une charte d'engagement et puis ils s'engagent sur un certain type d'activité, dont celle-là par exemple, la prise de notes. Et voilà, moi je trouve que c'est, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça ne déshumanise pas, au contraire ça crée un engagement. En même temps, l'étudiant qui s'engage en général à être assistant d'études, on en a une cinquantaine qui fonctionnent à l'université, sont assez sérieux, ils prennent les notes pour eux, mais ils ont conscience qu'ils doivent parfaire la prise de notes parce qu'elle va servir à quelqu'un d'autre qui sera en situation peut-être de difficulté par rapport à eux. Il y a souvent un lien de complicité qui s'instaure entre les deux, mais en même temps, ils s'engagent et puis faut pas, c'est pas négligeable, ils ont quand même un petit pécule à la fin du mois. Donc pour des étudiants qui ont besoin de travailler, plutôt que d'aller, je sais pas, on va pas citer l'enseigne, mais plutôt que d'aller faire un travail alimentaire, ils vont développer aussi des compétences d'accompagnement, de solidarité, comme ça on le disait. Mais c'est important parce que c'est aussi de l'accompagnement à une autre personne avec un vrai savoir-faire et des vraies compétences développées qui leur serviront aussi par la suite. Que peut-on faire pour être accompagnant justement ? Alors nous, c'est vrai qu'on fait des annonces régulièrement sur le site de l'université, mais on peut venir à la mission handicap, proposer un CV, une lettre de motivation et on reçoit les candidats et on étudie leur candidature. Voilà un job intéressant. Mais ce ne serait pas plus simple que ce soit le prof qui donne son cours ? Alors il peut le faire si c'est, comme disait tout à l'heure mon collègue, parce qu'on développe aussi les outils numériques, mais parfois ce n'est pas suffisant parce que ça, voilà, selon les configurations de cours, l'étudiant aime bien aussi pouvoir simplement écouter le cours parce que pour lui c'est aussi des histoires parfois de concentration. Du fait du handicap, il va mobiliser différemment ses sens, donc il va plutôt être sur l'ouïe, il va écouter et puis il a l'assurance que le cours sera bien pris par un de ses collègues et que tout sera de façon écrite, quoi. Mais les deux peuvent être combinés, c'est ça qui est bien. On peut avoir multiples sources en fait pour récupérer les cours. Alors, Ali Boyer, je voulais juste revenir sur mon terme déshumanisation qui était un peu fort. J'entendais par là que le fait de contractualiser, c'est bien, mais on pouvait faire sans et ça marchait aussi. Ce qu'il faut dire aussi pour compléter ce que dit Saand, je suis d'accord avec lui, c'est que on a une cinquantaine d'assistants d'études et il y en a aussi qui ne souhaitent pas être rémunérés et qui s'engagent tout aussi bien. Mais enfin, on n'est pas là pour juger de la situation de chacun. Moi, je trouve que c'est à la liberté de chaque étudiant de faire comme il souhaite et puis en fonction de ses besoins aussi. Je trouve que la relation n'est pas... ça n'empiète pas sur la relation humaine, bien au contraire. Et puis il y en a qui disent non, mais moi je m'engage, mais je le fais. Et on a des retours d'étudiants qui disent mais ça fonctionne très bien, il n'a pas souhaité être rémunéré. Et voilà. Je dirais quand tout le monde fonctionnera comme ça, on n'aura plus besoin de la mission handicap. Mais voilà, nous on fait ce lien-là et on sert d'intermédiaire. Et donner l'idée aussi qui n'est pas forcément, qui ne va pas de soi. Donc on peut dire à cet étudiant espagnol, bienvenue en France et à Strasbourg. Tout à fait. Puis il peut évidemment faire prendre ses cours, par qui bon lui semble, ou s'il ne trouve pas, par la mission handicap. Qui se trouve, rappelons-le. Alors au bâtiment Le Patio, sur le campus de l'Esplanade, on est au rez-de-chaussée. D'accord, très bien. Alors Louise maintenant dit, je vais passer mon bac, grand moment cette année, et je souhaiterais poursuivre mes études à l'université. Quelles sont les formations réservées aux étudiants et quelles sont les orientations possibles pour moi ? Ça c'est une question récurrente. Heureusement, il n'y a pas de formation réservée aux étudiants, grand heureusement. Oui. Et ça dépend, moi je dirais, le seul conseil que je donnerais aux bacheliers, aux futurs arrivants, ayez un projet
ayez une idée en tête et avec ce projet, allez voir la mission handicap, allez voir la MDPH et parlez-en et les dispositifs seront mis en place. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il faut sortir de l'idée de cursus réservé. Tout le monde peut faire n'importe quel cursus. Oui. C'est à l'évidence ce que disait le professeur qui était juste assis juste avant vous au même endroit. Il disait que de toute façon les étudiants avaient les mêmes cursus, les mêmes chances et que même au niveau de l'obtention d'un emploi, c'était pareil, quoi. Il n'y avait pas de différence notoire. Hein. C'est rassurant. C'est rassurant, c'est très rassurant. Ce qui est important, c'est vrai que c'est de préparer son projet universitaire et puis son projet professionnel. Et puis voilà, d'anticiper au maximum, à la fois sur les aspects d'études et puis les aspects pratiques, sociaux. Pour se rendre la vie la plus facile possible. Et je pense que le partenariat aujourd'hui entre la MDPH et l'université doit permettre au maximum aux étudiants d'anticiper, notamment dans le passage entre le lycée et l'université, en lien d'ailleurs avec l'inspecteur d'académie et l'éducation nationale. Oui, ce qui est bien aussi, comme le dit Régis Fèvre, c'est qu'on travaille beaucoup aussi avec le rectorat en amont, avec notamment les enseignants référents dans le secondaire, où on va travailler, on va se réunir parfois autour de la table avec le référent handicap, avec les parents, avec les futurs étudiants, et on va déjà anticiper les rentrées. C'est comme ça qu'on travaille le mieux, parce que ça nous permet vraiment d'adapter en fonction de l'étudiant. Et quand il en est à faire ses vœux en fin de terminale, nous, on peut aussi, à un moment donné, étudier cette question-là avec lui. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça va être... Alors, il n'y a pas de formation réservée, comme le dit Sahand, et heureusement. Par contre, en effet, en fonction du projet, du choix, parfois du type de handicap qui peut être parfois assez lourd et difficile, moi, je dis toujours, moi, je ne serai pas moi-même pilote de ligne où il y a des métiers que je ne ferai jamais parce que j'ai mes propres limites. Donc, on a chacun ses propres limites. Quand on est en situation de handicap, on a aussi des limites, mais on a aussi des compétences et des capacités. Et c'est ces capacités qu'il faut mettre en avant pour voir un petit peu les stratégies pédagogiques à mettre en œuvre pour avoir le cursus le plus adapté. D'accord. Alors, Mel 589 dit... J'utilise un appareil pour la prise de notes en braille. Ah, voilà une nouvelle machine qui se connecte à un ordinateur ainsi que le logiciel correspondant. Je désire remplacer mon ordinateur. Ce nouvel ordinateur est-il susceptible d'être financé par la prestation compensatoire handicapée, PCH? Oui. Alors, encore une très bonne question. Donc, en soi, la prestation de compensation du handicap, elle vient financer un surcoût qui est supporté par la personne en raison de son handicap. Donc, vous et moi, lorsque nous achetons un ordinateur, voilà, le coût est identique que ce soit une personne valide ou une personne en situation de handicap. Par contre, pour avoir accès aux informations de l'ordinateur, il est parfois nécessaire pour la personne handicapée et pour l'étudiant de rajouter un certain nombre de logiciels, de prestations techniques qui viennent s'ajouter à un ordinateur classique que nous pouvons acheter dans le commerce. Et donc c'est là tout l'intérêt de la prestation de compensation du handicap qui va venir financer non pas le coût de l'ordinateur, mais les surcoûts liés au handicap. Donc, vous confirmez, M. Biry? Oui, tout à fait. C'est très logique, effectivement. Tout le monde doit acheter un ordinateur, mais tout le monde ne doit pas acheter un outil de braille. Voilà. Donc dès lors que le besoin est reconnu par nos équipes, eh bien, nous pouvons financer ce type d'équipement dans la limite de plafond financier. Dans le cadre des aides techniques, on est autour de 3 960 € sur une période de 3 ans. Voilà, sachant qu'il y a d'autres financements qui peuvent aussi intervenir, issus par exemple de la sécurité sociale ou d'autres organismes. Et ce type d'appareil, vous avez une idée de combien ça coûte, par exemple? C'est cher. Ça peut effectivement être assez cher, parfois plus cher que l'ordinateur lui-même. Ah bon? Donc c'est de l'ordre d'un millier d'euros? Oui, facilement. Très facilement. Bien, alors Mylène, j'avais une auxiliaire de vie scolaire mise à disposition par l'Éducation nationale grâce à la MDPH au lycée. En aurais-je encore une dans l'enseignement supérieur? Alors, grâce à la MDPH, pas seulement, parce que la MDPH, elle, décide du besoin. Par contre, c'est l'Éducation nationale qui affecte l'auxiliaire de vie scolaire et qui met à disposition dans la classe ce personnel.
D'accord. Et là, donc, peut-on lui répondre est-ce qu'elle aura aussi quelqu'un dans l'enseignement supérieur ou pas? Alors, comme je le disais, il n'y a pas d'auxiliaire de vie universitaire. Ça n'existe pas. C'est un parti pris de l'enseignement supérieur et des universités en France. Plus ou moins, il y en a qui fonctionnent plus ou moins différemment, mais nous, notre option, c'est l'autonomie de l'étudiant. L'étudiant arrive à l'université, le but, c'est de le rendre le plus autonome pour préparer sa sortie de l'université, qui est l'insertion professionnelle. Donc, dans ce cheminement, qui va être parfois long, parfois plus long pour d'autres, etc., on va mettre en place un certain nombre de choses, dont ce dont je parlais tout à l'heure, les assistants d'études, qui sont des étudiants qui sont embauchés par la mission handicap. Donc, on retombe sur la question tout à l'heure. On est aussi sur, on est sur on disait de la camaraderie, de la solidarité, mais aussi on est avec des pairs, quoi. On est avec son père quand on est un étudiant face à un autre étudiant. C'est pas tout à fait la même démarche que quand on a un adulte qui s'est occupé de vous pendant, ce qui est très bien. Mais peut-être qu'à l'université, on attend autre chose et que l'étudiant aussi attend autre chose. Oui, tout à fait. Alors, Karine pose une question qui apparemment serait déconnectée de la vie universitaire, mais pas tant que ça, parce que ça pose la question des adultes à l'université. On va voir comment. Elle dit « Mon ami était maçon. Il est en train d'être reconnu travailleur handicapé, mais son parcours d'insertion est difficile car il a 34 ans. Comment faire pour accélérer les démarches ?» Donc là, il y a la partie administrative pure pour accélérer des démarches de reconnaissance, j'imagine. Tout à fait, oui. Mais on peut aussi étendre la question à l'aspect, et si on veut reprendre des études adultes, j'étais maçon, je veux reprendre la fac, je suis handicapée, qu'est-ce qui se passe? Même processus que pour un étudiant en formation initiale. Il vient à la mission handicap, il est adulte en reprise d'études. Alors, il sera certainement soit géré par la composante en elle-même, c'est-à-dire la faculté ou dans laquelle il entrera, ou par le service de formation continue avec qui on travaille beaucoup aussi. Oui. Et là, on met un dispositif également adapté en fonction de ses besoins, même dispositif qu'en formation initiale. Donc, on va étudier ses besoins de la même façon. D'accord. Oui. Alors, je voulais revenir sur le temps d'instruction des demandes MDPH. Oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et c'est vrai que ce temps, donc nous, est en moyenne de 3 mois. On l'a fait fortement baisser parce qu'on a, au niveau du Conseil général, mis en disposition du personnel supplémentaire ces derniers mois. Je sais que la moyenne au niveau des MDPH au niveau national, c'est autour de 6 à 7 mois. Donc on a réussi à baisser à peu près en moyenne à 3 mois. On sait que c'est encore long pour les familles et pour les personnes concernées. On essaie de faire au mieux pour essayer de réduire encore ce délai, mais bon, il y a un délai d'instruction, il faut saisir les commissions, c'est lourd. On a, je crois, plus de 40 000 demandes. 44 000. 44 000 demandes au niveau de la MDPH, donc forcément, c'est compliqué. On est un peu victime du succès. Les MDPH apportent vraiment un plus aux personnes handicapées, mais du coup, les sollicitations ont fortement augmenté. Bon, il y a aussi beaucoup de problèmes psy, etc., qui se sont développés ces dernières années. Bref, ça rend les choses un petit peu difficiles, mais je peux vous assurer qu'on fait le maximum, et les équipes, je tiens à leur rendre hommage, avec Régis, avec Stéphanie Edel, qui est la directrice, font un travail remarquable pour mettre ça, pour essayer d'améliorer encore l'efficacité de la MDPH. Mais de ce que j'entends là, de toute façon, toute personne handicapée qui souhaite être prise en charge, reconnue, il faut aussi qu'elle ait une part assez active à tout ça, c'est-à-dire qu'elle anticipe, qu'elle combine, qu'elle gère ça. Pouvez-vous nous le confirmer, ça? Oui, il faut quelque part, mais quelque part, je dirais que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Il faut un certain savoir administratif presque. Oui. Et plus on en a, plus c'est simple, c'est vrai. Ça. Ou même une question de bon sens, de gestion des priorités, quelle demande faire passer avant à l'autre, etc. Exactement. Donc, Élise nous demande aussi ici, je suis actuellement étudiante et je bénéficie d'une PCH, prestation compensatoire pour handicapés, pour une aide humaine. J'aimerais partir 1 an à l'étranger dans le cadre de mes études. Est-ce que je pourrais continuer à toucher la PCH durant mon séjour? C'est un peu aussi une question. On a répondu. On a déjà répondu à cette question. Alors, donc, nous avons dit oui que c'était possible, totalement possible, tant que c'était lié aux études. Voilà. Il y a Michel qui demande que ceux qui recherchent un emploi dans la fonction publique pour l'emploi des handicapés, j'imagine, allez-vous faire un genre d'émission à ce propos pour les gens qui recherchent un emploi dans la fonction publique en tant qu'handicapés? C'est une idée intéressante aussi. Je pense que les collectivités locales et la sphère publique de manière générale se doit aussi de montrer l'exemple à un moment donné en termes de recrutement de public handicapé.
Donc voilà, pourquoi pas, effectivement, à un moment donné, monter avec les acteurs publics une émission sur le sujet. Voilà. Oui. Déjà, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour des recrutements? Est-ce que les recrutements dans la fonction publique sont prioritaires? Alors, prioritaire, je ne parlerai pas de priorité. Aujourd'hui, on met en place des recrutements, notamment au Conseil général, par rapport à la compétence des personnes que nous recrutons. C'est aussi, je pense que, voilà, par rapport au public handicapé, avoir aussi du respect par rapport à ce public-là, c'est aussi de le considérer par rapport à ses compétences professionnelles, et notamment celles qui sont acquises au sein de l'université. Ensuite, ce qui est fait, c'est effectivement une politique de détection des potentiels des travailleurs handicapés. Aujourd'hui, la collectivité départementale est dans une progression par rapport à l'emploi du public handicapé. On augmente petit à petit pour atteindre l'objectif effectivement des 6%, qui est l'objectif légal. Donc, c'est une politique qu'on conduit petit à petit, qui se construit. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, voilà, la sphère publique dans son ensemble, hein, État, collectivités territoriales, hôpitaux, doivent travailler de concert pour qu'on soit plus en phase avec les réalités. Je crois qu'on doit montrer l'exemple. Hein. Si on veut demander voilà, aux entreprises privées de faire encore plus d'efforts en la matière, il faut que nous, on soit irréprochables. Et je pense qu'il y a un travail engagé, il faut poursuivre l'effort. Après, il y a tout un débat sur faut-il faire de la discrimination positive pour essayer d'intégrer encore plus, à quel niveau on s'arrête, etc. Bon, mais c'est un débat intéressant. Oui. Effectivement. Alors, Perlou nous demande, ça c'est pour vous, hein, Monsieur Bierry, au sein du Conseil général du Bas-Rhin et du personnel, et aussi pour vous, Rakiti, du personnel de l'UDS, de l'Université de Strasbourg, respectez-vous les 6% de travailleurs handicapés imposés par la loi? Merci d'avance pour votre réponse. Lequel des deux commence? Je crois qu'on n'y est pas encore. C'est ce que disait Régis. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore une marge de progrès. Oui. Mais en tout cas, la volonté est là et petit à petit, on va y arriver. La direction des ressources humaines est sensibilisée à cet objectif-là. Donc, on le fait petit à petit. Alors, on n'est plus dans une période faste où on embauchait beaucoup. Aujourd'hui, on reste à peu près au niveau du nombre de fonctionnaires actuels, mais petit à petit, dans le cadre du renouvellement, on prend en compte cette dimension. Vous n'y êtes pas non par manque de volonté, mais par faiblesse des flux de rentrée-sortie. Voilà, absolument. C'est pareil à l'UDS? Oui, on a engagé aussi, puisque dans notre volet à la mission handicap, on est en charge aussi avec la direction des ressources humaines de nous occuper des personnels. Alors, on ne s'en occupe pas nous tout seuls, bien sûr, on n'est pas tout seul, parce que c'est un gros chantier. On n'est pas du tout aux 6%, il faut bien le dire, je pense, mais on n'est pas les seuls de la fonction publique. Par contre, pareil, on est dans une volonté de faire, mais plus aussi qu'une volonté, c'est-à-dire qu'on a mis en place un plan d'action, notamment, alors je cite un exemple, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, par la voie contractuelle, on va permettre justement à des personnes en situation de handicap d'intégrer des postes à l'université et ils seront donc stagiaires pendant une année, ils n'auront pas à passer le concours et ils seront titularisés à la fin de cette année-là, avec un accompagnement spécifique bien évidemment, avec une procédure, etc., qui est mise en place par une équipe plurielle. Tout ça est en cours de montage et on espère que de ce fait-là, ça va inciter aussi dans les composantes et les services à proposer des postes qui seront ouverts à tous de toute façon et avec peut-être une attention particulière sur les candidatures qui arriveront avec des personnes handicapées. Très bien. Je crois que notre chat touche à sa fin et donc nous allons clore ici malgré les nombreuses questions qui continuent d'arriver. De toute façon, toutes les questions obtiendront une réponse et vous les retrouverez pendant près d'un mois sur le site du Conseil général du Bas-Rhin dans l'onglet Le Grand Direct. Vous pouvez aussi taper directement dans un moteur de recherche quelconque Le Grand Direct Conseil général du Bas-Rhin et vous tomberez sur notre vidéo chat. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à questionner nos intervenants et nous remercions bien sûr nos intervenants d'être venus. Peut-on peut-être laisser le mot de la fin à notre étudiant? Vieil étudiant, mais étudiant quand même. La seule chose que je pourrais dire, c'est faut pas se bloquer soi-même. C'est déjà suffisamment épineux de faire face à la vie de tous les jours. Donc, faut se dire, je veux faire ce que je veux faire et j'y vais tout droit. Et puis voilà. Très belle phrase de fin. Merci, merci à tous. Merci.
Merci.